Dans les ruelles étroites de Séville, où l'air embaumait l'orange amer et les secrets enfouis, Camille trébucha sur le seuil de sa maison, le cœur battant comme un tambour de flamenco enragé. Une main gantée de cuir noir s'était refermée sur son poignet, la tirant en arrière avec une force qui n'admettait aucune réplique. Et la voix de Karen, rauque et venimeuse, cracha ces mots comme un poison. Tu crois que tu peux corrompre ce quartier avec tes vices? Petite dévergondée? Je vais te faire regretter d'avoir posé les yeux sur Marie. Le monde s'arrêta net. Et Camille, les yeux écarquillés, sentit le sol se dérober sous ses pieds, tandis que l'ombre de la voisine s'allongeait comme une malédiction sur les pavés humides. C'était une fin d'après-midi d'automne. Ce genre de jour où le soleil andalou décline avec une paresse insolente, peignant les murs ocre d'une lumière sanguine qui semble annoncer les tempêtes. Séville, avec ses patios fleuris et ses fontaines murmurantes, cachait sous sa beauté languide des rancunes aussi tenaces que les racines des oliviers centenaires. Camille Moreau, 32 ans, avait fui Paris 3 ans plus tôt, lasse des regards en coin et des murmures dans les cafés du Marais. Elle était arrivée ici, dans ce quartier de Triana, attirée par la vitalité brute des gitans et la promesse d'un amour qui n'aurait plus à se cacher. Mais l'Espagne, malgré ses fêtes enflammées, n'était pas toujours un havre pour les âmes comme la sienne. Elle avait rencontré Marie un soir de feria, lors de cette explosion de couleurs et de rires où les robes à volants tourbillonnaient comme des flammes. Marie Duval, 35 ans, enseignante de littérature française dans un lycée local, était venue d'un petit village provençal pour enseigner. Mais c'était l'Andalousie qui l'avait conquise et Camille avec elle. Leurs regards s'étaient croisés au milieu d'une zarzuela endiablée. Et ce fut comme si le destin avait jeté un sortilège, un baiser volé derrière un chariot fleuri. Des promesses chuchotées sous les étoiles. Et bientôt, une vie tissée de tendresse et de passion. Elle partageait une maison modeste au bout d'une impasse. Un refuge de tuiles rouges et de jasmin grimpant, où les nuits étaient peuplées de caresses et de confidences. Karen Ruiz, elle, était l'antithèse de ce bonheur discret. Veuve depuis une décennie, elle régnait sur son hôtel particulier adjacent comme une duchesse déchue. Ses 55 ans marqués par des rides d'amertume et un corset trop serré qui emprisonnait non seulement son corps, mais aussi son âme. Ancienne institutrice, elle avait élevé seule son fils unique, qui avait fui Séville pour Madrid, la laissant seule avec ses crucifix et ses ragots. Karen haïssait tout ce qui déviait de la norme qu'elle s'était imposée, les gitanes aux jupes trop courtes, les touristes bruyants, et surtout, ces deux femmes qui osaient s'aimer ouvertement. Pour elle, leur relation n'était pas une idylle, mais une abomination, un affront à la Vierge Marie qu'elle invoquait chaque soir dans ses prières vespérales. Tout avait commencé innocemment, ou du moins c'est ainsi que Camille s'en souvenait. Un matin, alors qu'elle rentrait du marché les bras chargés de figues et de pain frais, Karen l'avait interpellée depuis sa fenêtre, la voix mielleuse comme un vin trop sirupeux. « Ma chère, vous avez oublié votre foulard sur la grille. Prenez-le, avant que les chats ne le dévorent. » Camille avait souri, reconnaissante, ignorant que ce geste n'était que le premier fil d'une toile d'araignée. Bientôt, les invitations suivaient, un thé dans le patio de Karen, une discussion sur les roses de Damas qu'elles cultivaient toutes deux. Marie, plus prudente, avait déconseillé ces rencontres. Elle te jauge, ma chérie. Les gens comme elle ne supportent pas notre joie. Mais Camille, avec son optimisme parisien, avait ri, laisse-moi lui montrer que l'amour n'est pas une menace. Hélas,
L'optimisme est un vin qui tourne vite au vinaigre sous le soleil espagnol. Karen avait commencé par des questions anodines. D'où venait-elle? Que faisait-elle dans la vie? Camille, graphiste freelance, avait parlé de ses illustrations pour des magazines queer parisiens, omettant les détails les plus intimes. Mais Karen, avec son flair de chasseresse, avait flairé la proie. Un soir, lors d'un dîner improvisé, elle avait posé la main sur celle de Camille, un geste qui se voulait maternel mais qui glissait vers l'indécent. Vous êtes si belle, si libre. Mais la liberté a un prix, n'est-ce pas? Camille s'était retirée poliment, le cœur serré, et avait confié l'incident à Marie. Celle-ci, les yeux assombris par une ombre de jalousie qu'elle refoulait, avait serré sa compagne contre elle. Promets-moi de ne plus y aller. Elle veut nous détruire? À sa façon tordue. Les mois suivants furent un lent empoisonnement. Karen semait des rumeurs comme des graines de mandragore. Camille était une séductrice qui volait les maris. Marie une Française décadente corrompant la jeunesse. Les voisines, d'abord incrédules, commencèrent à éviter leurs salutations. Un jour, la boulangère refusa de servir Camille, marmonnant quelque chose sur « les unnaturales ». Puis ce fut le tour du facteur, qui jetait les lettres par-dessus la grille sans un mot. Marie, blessée dans sa chair d'enseignante, rentrait du lycée les épaules voûtées, les yeux rougis par les moqueries des collègues. Elles disent que je propage des idées perverses à mes élèves. Comment peut-on haïr à ce point l'amour? Camille, consumée par la rage, décida de confronter Karen. C'était une erreur. Elle le savait au fond d'elle. Mais l'amour, ce feu andalou, ne tolère pas les demi-mesures. Elle frappa à la porte de la voisine un midi où Marie était absente, le soleil zénithal transformant les pavés en brasier. Karen ouvrit, un sourire carnassier aux lèvres, et l'invita à entrer d'un geste théâtral. Le salon était un mausolée de dentelle jaunie et de portraits austères, imprégné d'une odeur de cire et de regret. Qu'est-ce qui vous amène, ma petite? La soif de vérité? Camille, les poings serrés, lâcha d'une voix tremblante, arrêtez vos mensonges. Karen, vous nous pourchassez parce que vous ne supportez pas notre bonheur. Que avons-nous fait pour mériter cela? La veuve éclata d'un rire froid, comme le tintement d'un verre de manzanilla versé sur la glace. Votre bonheur? C'est une illusion? Un péché qui attire la foudre divine. J'ai vu comment vous vous regardez. Comment vous vous touchez dans l'ombre du patio. Cela doit cesser. Ou je veillerai à ce que tous ces vies sachent qui vous êtes vraiment, des parias. Les mots de Karen étaient des lames, affûtées par des années de solitude. Camille sentit les larmes monter. Mais elle tint bon, sa voix se brisant comme une vague sur les falaises de Tarifa. L'amour n'est pas un péché, Karen. C'est la seule lumière dans ce monde obscur. Si vous le haïssez tant, c'est parce que vous n'en avez jamais connu. Elle tourna les talons. Mais pas avant que Karen ne murmure. Assez fort pour qu'elle l'entende, le karma est un chat andalou. Ma fille. Il gratte là où ça fait mal. Ce soir-là, enlacés sur leur lit au drap froissé par la passion, Camille et Marie pleurèrent ensemble. Les corps se mêlèrent dans une danse lente. Un baume contre la morsure du monde. Marie, ses lèvres effleurant la nuque de sa bien-aimée, murmura, nous partirons s'il le faut. Mais pas sans nous battre. Notre amour est plus fort que leur poison. Camille, les yeux clos,
se blottit contre elle, inhalant l'odeur de lavande et de celle de sa peau. Pourtant, au fond d'elle, une graine de doute germait, et si Karen avait raison? Et si leur idylle n'était qu'un feu de paille, destiné à s'éteindre sous les regards haineux? Les jours suivants s'étirèrent comme une sieste trop longue, lourde de non-dits. Camille se replia sur son atelier, esquissant des portraits de femmes aimantes, des silhouettes entrelacées sous des arches mauresques. Marie, stoïque, continuait ses cours, citant Baudelaire et Proust pour rappeler à ses élèves que l'amour, sous toutes ses formes, est une révolution. Mais la pression montait, invisible comme la marée montante du Guadalquivir. Un soir, alors que les cloches de la Giralda sonnaient l'Angélus, un billet glissé sous leur porte les fit frémir, quitter Triana avant que le malheur ne frappe. Signé, une amie. Était-ce Karen? Ou pire, quelqu'un de leur entourage? Un voisin séduit par les ragots? La paranoïa s'installa, empoisonnant leur nuit. Lors d'un dîner aux chandelles, Marie brisa le silence. Et si nous parlions à la police? Ces menaces deviennent sérieuses. Camille secoua la tête, les yeux brillants de défi. Non. Ma amour. La police ici est comme les taureaux, aveugle et brutale. Nous devons trouver une autre voie. Peut-être confronter le passé de Karen. J'ai entendu des rumeurs sur son fils, sur des secrets qu'elle enterre. C'était le début d'une enquête clandestine. Un roman noir tissé de murmures et d'ombres. Camille, aidée d'une vieille gitane du quartier, fouilla les archives paroissiales, déterrant des lettres jaunies et des photos fanées. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Karen, jeune, avait aimé une femme, une danseuse de flamenco, tuée dans un accident tragique. L'amour interdit, réprimé, avait pourri en haine. Le karma, songea Camille, n'était pas une malédiction, mais un miroir impitoyable. Mais avant qu'elle ne puisse en parler à Marie, le destin frappa à sa porte littéralement. Karen, un soir de pleine lune, surgit dans leur patio, un couteau de cuisine à la main, les yeux fous de vin et de fureur. Tu as fouiné, n'est-ce pas? Tu veux me détruire comme elle m'a détruite? Camille recula, le cœur cognant, tandis que Marie, alertée par le bruit, accourait. Un chandelier en fer comme arme improvisée. La confrontation fut un tourbillon de cris et de larmes. Un opéra tragique sous les étoiles indifférentes. La lame scintilla sous la lune comme une dent de loup. Et Camille, figée, vit dans les yeux de Karen non plus la voisine acariâtre, mais une femme brisée, hurlant contre les fantômes de son passé. Marie, d'une voix ferme malgré la peur qui nouait sa gorge, s'interposa. Lâchez cela? Karen, vous n'êtes pas une meurtrière. Posez ce couteau et parlez-nous. Nous savons pour Isabella. Le nom, murmuré comme une incantation, fit vaciller la main de la veuve. Isabella, la danseuse aux pieds de feu. L'amour volé à Karen dans la fleur de l'âge. Un secret enterré sous des décennies de mensonges pieux. Karen s'effondra sur les dalles du patio, le couteau tombant avec un cliquetis sourd. Et des sanglots rauques secouèrent son corps corseté. Camille et Marie, après un regard échangé, un de ces silences complices qui valent 1000 mots, s'agenouillèrent près d'elle. La nuit andalouse, avec sa brise tiède chargée d'eucalyptus, enveloppa les trois femmes dans une trêve fragile. Comment
Comment avez-vous su? Balbutia Karen. Le visage ruisselant de larmes qui creusaient des sillons dans son maquillage écaillé. Camille, la voix adoucie par la pitié, raconta ce qu'elle avait appris, les lettres cachées dans l'église de Santa Anna. Les témoignages d'anciennes commères. L'histoire d'un amour passionné étouffé par la société des années 70. Isabella, gitane aux yeux d'ambre, avait dansé pour Karen lors d'une feria clandestine. Et leur liaison, brûlante comme un feu de camp, s'était consumée en un été. Mais le scandale avait éclaté un mari jaloux. Des rumeurs. Et puis l'accident, une chute mortelle lors d'une répétition. Que beaucoup avaient murmuré comme un suicide forcé. Karen, dévastée, avait nié, enterré, transformé sa douleur en venin dirigé contre d'autres amours coupables. Marie, toujours la plus empathique, posa une main hésitante sur l'épaule de la veuve. Vous nous haïssez parce que nous osons ce que vous n'avez pas pu. Mais l'amour n'est pas une trahison. Karen. C'est une grâce. Même quand il fait mal. Les mots, prononcés avec l'accent chantant de Provence, semblèrent percer l'armure de Karen. Pour la première fois, elle leva les yeux. Et ce que Camille y vit n'était plus de la haine, mais un abîme de solitude. J'ai essayé d'oublier, murmura-t-elle. Mais chaque fois que je vous vois ensemble, riant dans votre jardin, je revois Isabella. Et ça me tue. La confession dura jusqu'à l'aube. Un flot de paroles libérées comme un vin trop longtemps bouché. Karen parla de ses nuits hantées par les ombres de flamenco. De son fils qu'il avait fui en apprenant la vérité par un oncle imprudent. De la culpabilité qu'il avait rongée comme un acide. Camille et Marie écoutèrent, leurs mains entrelacées pour puiser la force l'une chez l'autre. Au lever du soleil, qui peignit le patio d'or liquide, Karen se releva, chancelante. Pardonnez-moi. Je ne sais pas comment réparer cela. Marie, les yeux humides, répondit simplement, commencez par vivre. Et laissez-nous vivre aussi. Les jours suivants furent un étrange intermède de paix précaire. Karen se fit discrète. Mais des gestes timides émergèrent, un panier de grenades fraîches déposé à leur porte. Une invitation à partager un café sans sous-entendu. Camille, méfiante au début, sentit son cœur s'ouvrir peu à peu. Marie, plus généreuse, encouragea la réconciliation. Peut-être que le karma n'est pas vengeance. Mais leçon, dit-elle un soir, alors qu'elle se promenait le long du fleuve. Les lumières de Triana scintillant comme des lucioles. Nous l'avons tous blessé. Sans le savoir. Pourtant, le répit fut bref. Le conflit, tapi comme un taureau dans l'arène, ressurgit sous une forme inattendue, la trahison. C'était Pablo, le fils de Karen, revenu à Séville pour affaires. 30 ans. Avocat ambitieux à Madrid. Il avait toujours adoré sa mère, ignorant les abysses de son passé. Mais lors d'un dîner familial improvisé, Karen avait invité Camille et Marie pour sceller la trêve. Il les avait observés avec un mélange de curiosité et de dédain. Boire. Il avait glissé à sa mère, c'est française. Elle t'influence mal. Maman. Tu vaux mieux que leur jeu. Les mots, innocents en apparence, ravivèrent les braises. Karen, fragile dans sa nouvelle vulnérabilité, céda à la tentation de la vieille armure. Le lendemain, Pablo,
armé d'un chiquier et d'un sourire carnassier, frappa à la porte de Camille et Marie. « Ma mère m'a tout raconté ?» dit-il d'une voix suave. « Votre petit chantage émotionnel est pathétique. Signez cela un dédommagement généreux et partez. Séville n'est pas faite pour les anomalies. » Le document était un contrat de silence, de l'argent contre l'oubli. Contre leur départ. Camille, outrée, déchira le papier sous les yeux ébahis de Pablo. « Votre mère nous a ouverte son cœur. Et vous le piétinez pour de l'argent ? Allez au diable. Avec vos valeurs de macho madrilène. » Marie, plus mesurée, intervint, dit à Karen que nous ne vendons pas notre amour. Mais si elle choisit votre voie, qu'elle sache que le karma n'épargne personne. Pablo partit, furieux, promettant des représailles légales, diffamation, harcèlement, tout l'arsenal d'un homme habitué à gagner. La trahison de Pablo fut un coup de poignard dans le dos de Karen, mais aussi pour Camille et Marie. La nuit, blotties l'une contre l'autre, elles se demandèrent si la paix était un mirage. « Il va la manipuler ?» murmura Marie, les larmes coulant sur l'épaule de Camille. « Et nous ? Nous serons les boucs émissaires. » Camille, caressant les cheveux noirs de sa compagne, répondit d'une voix farouche, « Non. Nous combattrons. Pour elle. Aussi. Son histoire est la nôtre. » Le quartier, sentant la tempête, se divisa. Les gitanes, solidaires des amours interdites, murmurèrent des encouragements. Les bigotes, menés par une commère nommée Dolores, amplifièrent les rumeurs. Un graffiti apparut sur le mur de Karen, sorcière repentie. La veuve, assiégée, appela Camille en pleurs, « Il veut me forcer à vendre la maison. Pour me protéger. Aidez-moi. » C'était le tournant, l'ancien ennemi devenait allié. Et le karma tissait sa toile plus serrée. Ensemble, elles ourdirent un plan. Marie, avec son érudition, rédigea une lettre ouverte au journal local. Un plaidoyer pour l'amour sous toutes ses formes, inspiré des chroniques de Gide et des poèmes de Lorca. Camille illustra le texte de dessins poignants, des silhouettes enlacées contre un fond de cathédrale gothique. Symbole de résilience. Karen signa en premier, d'une main tremblante, et le texte parut un matin pluvieux, faisant sensation. Les réactions fusèrent, indignation des conservateurs, mais aussi un flot de soutiens inattendus des jeunes du quartier. Une ancienne élève de Marie. Même le curé progressiste de la paroisse. Pablo, furieux, lança une contre-attaque, une plainte pour diffamation, accusant les 3 femmes de fabrication de scandales. Le tribunal de Séville devint l'arène. Un drame en toge où les secrets jaillirent comme des pétards. Lors de l'audience, Karen, face à son fils, brisa le silence définitif. « Tu me protèges ? Non. Tu m'étouffes. Comme la société a étouffé Isabella. Ces femmes m'ont sauvée. En me rappelant ce que j'avais perdu. » Pablo, blême, vit son masque tomber, le juge, touché par les témoignages, classa l'affaire pour manque de preuves. Mais le vrai chaos survint non au tribunal, mais dans l'intimité. Ce soir-là, sous un ciel d'orage qui grondait comme un dieu offensé, Camille et Marie se retrouvèrent seuls dans leur patio. La pluie s'abattit, drue et libératrice, trempant leurs vêtements, effaçant les traces de la bataille.
Elles s'embrassèrent avec une urgence nouvelle. Les corps pressés l'un contre l'autre. Mélange de désir et de gratitude. Tu es mon flamenco. Mon feu. Murmura Camille contre les lèvres de Marie. Sans toi, je serais cendre. Marie, les yeux clos, répondit, et toi? Ma Giralda. Ma tour dans la tempête. Nous avons gagné? Ma chérie. Karen, observant de sa fenêtre, sourit pour la première fois depuis des lustres. Le karma avait parlé, non par vengeance, mais par guérison. Pourtant, la romance n'était pas exempte de ses propres ombres. Dans les semaines qui suivirent, Camille sentit une distance grandir en Marie. Des appels tardifs du lycée. Des regards absents lors des dîners. Un soir, feignant l'indifférence, Camille fouilla le téléphone de sa compagne et découvrit des messages d'une collègue. Sophia, des mots tendres. Des invitations voilées. La trahison. Cette fois, venait de l'intérieur pas d'un fils manipulateur, mais d'un amour qui vacillait sous le poids des épreuves. La découverte frappa Camille comme un coup de vent sirocco. Brûlant et suffocant, transformant leur nid d'amour en un labyrinthe de doutes. Les messages de Sophia étaient anodins en surface, merci pour le café. Tu es si inspirante. Mais lus à la lumière de la jalousie. Ils scintillaient comme des invitations au péché. Marie. Cette femme aux yeux bruns profonds qui avait été son ancre dans la tempête sévillane. Avait-elle cédé à la fatigue? À la tentation d'une complicité plus légère? Sans les cicatrices des batailles récentes? Camille attendit le soir. Le cœur un point serré. Pour confronter Marie. Elle dînait sur la terrasse. Un gazpacho frais et des tapas disposés comme une offrande à la paix reconquise. Le Guadalquivir coulait en contrebas. Paresseux et indifférent. Tandis que les lumières de la Triana s'allumaient une à une. Qui est Sophia? Demanda Camille d'une voix qu'elle voulait neutre. Mais qui trahissait une fêlure. Marie posa sa cuillère. Le visage pâle sous la lueur des lanternes. Une collègue. Nous discutons de littérature. De nos élèves. Pourquoi? Les mots suivants furent un torrent, les messages. La peur de la trahison. Le souvenir encore vif des manipulations de Pablo. Marie. Les yeux écarquillés. Nia d'abord. Puis fondit en larmes. Oh. Camille. Ce n'est rien. Je le jure. Sophia est gentille. Elle m'écoute quand je doute. Mais toi. Toi est mon tout. Ces épreuves nous ont usés? N'est-ce pas? J'ai eu peur de te perdre. Alors j'ai cherché du réconfort ailleurs. Sans franchir la ligne. Était-ce vrai? Ou un mensonge poli? Un voile sur une infidélité naissante? Camille. Déchirée. Se leva et s'éloigna dans la nuit. Laissant Marie seule avec ses regrets. Les jours suivants furent une danse macabre. Un tango de silence et de regards obliques. Camille erra dans les rues de Séville comme une âme en peine. Visitant El Alcázar pour se noyer dans ses jardins mauresques. Ou la cathédrale pour supplier en silence les saints de restaurer son cœur brisé. Karen, sentant la tourmente, l'invita à thé. La veuve, transformée par sa propre rédemption, offrit des conseils trempés dans l'expérience. L'amour est un fleuve. Ma petite. Il déborde parfois. Mais il revient toujours à son lit. Ne laisse pas la peur te noyer. Parle-lui. Avant que le courant ne vous sépare pour de bon. Inspiré.
Camille organisa une réconciliation forcée, un pique-nique au parc de Maria Luisa. Sous les palmiers centenaires où les fontaines chantaient des sérénades aquatiques. Marie arriva. Les cheveux noués d'un ruban rouge comme un drapeau de trêve. Portant un panier de fromage et de vin de Jerez. Elles s'assirent sur une couverture tissée. Les pieds nus dans l'herbe. Et les mots coulèrent enfin. Libérés par le soleil complice. Marie avoua sa faiblesse, après Pablo. Après les rumeurs. J'ai douté de nous. Sophia était une échappatoire. Un mirage. Mais toi, Camille, tu es ma réalité. Ma passion. Mon foyer. Pardonne-moi cette lâcheté. Camille, les larmes aux yeux, prit la main de Marie et la porta à ses lèvres. Nous sommes humaines. Ma amour. Fragiles comme les azuléjos qui craquent sous la chaleur. Mais ensemble, nous sommes indestructibles. Leur baiser, là, sous les regards indifférents des pigeons, fut un serment renouvelé, plus profond que le premier, teinté de la sagesse acquise dans la douleur. Sophia fut reléguée au rang d'anecdote. Un épisode qui renforça leur lien plutôt que de le briser. Karen, de son côté, affrontait sa propre tempête. Pablo, humilié par l'issue judiciaire, avait coupé les ponts, la laissant seule avec ses démons ravivés. Mais la veuve, galvanisée par l'exemple de ses voisines, décida de renaître. Elle contacta une association locale pour les droits LGBTQ+, offrant son témoignage anonyme lors d'un atelier. J'ai haï ce que je désirais, confia-t-elle à un groupe de jeunes. Et cela m'a presque tuée. Mais l'amour guérit. Même les cœurs les plus tordus. Camille et Marie, invités, l'applaudirent, fiers de cette transformation. Pourtant, le karma, capricieux comme une gitane, réservait encore des surprises. Un matin, une lettre arriva pour Karen, son fils. Repentant après une crise personnelle à Madrid, implorait le pardon. J'ai eu tort de te juger. Maman. Ton courage m'a ouvert les yeux. La réconciliation fut émouvante. Un déjeuner dans le patio où les trois femmes et Pablo, maladroits mais sincères, partagèrent des anecdotes, riant pour la première fois ensemble. Le conflit familial, jadis source de poison, se muait en pont vers l'acceptation. Camille et Marie, quant à elles, plongèrent dans une renaissance romantique. Elles planifièrent un voyage à Grenade, pour danser sous les arches de l'Alhambra, là où les amours mauresques avaient autrefois défié les interdits. Les nuits précédant le départ furent un feu d'artifice sensuel, des caresses languides sous les draps de lin, des murmures en français mêlés d'espagnol, des corps explorant les contours familiers avec une avidité renouvelée. Tu es ma Alhambra, chuchota Marie un soir, en traçant du doigt les courbes de Camille. Un palais de secrets et de splendeur. Camille, haletante, répondit, et toi? Ma Sierra Nevada, fraîche et éternelle. Mais le vrai test vint avec une nouvelle menace, Dolores. La commère en chef lança une pétition pour expulser les éléments perturbateurs du quartier. Signatures affluaient, ravivant les vieilles haines. Karen, cette fois, prit la tête de la contre-offensive, organisant une veillée au flambeau dans la plaza voisine. Des dizaines de voisins se joignirent, gitans et bourgeois confondus, chantant des saïtas revisités en hymne à l'amour libre. Camille,
Au centre, serra Marie contre elle. Tandis que Karen, un peu à l'écart, observait avec un sourire mélancolique. La pétition échoua. Enterrée sous un déluge de soutien. C'était le pic de la vague émotionnelle. Un moment où le drame cédait à la catharsis. Pourtant, au milieu de cette victoire, Camille sentit une ombre planer, une fatigue profonde. Un épuisement qui n'était pas seulement physique. Lors d'une consultation médicale de routine, le verdict tomba comme une tuile mal ajustée, un début de dépression, né des stress cumulés. Marie, dévastée, jura de veiller sur elle, transformant leur maison en sanctuaire de guérison thé à la camomille, promenade au lever du soleil, et des nuits où l'amour se faisait thérapie. Doux et enveloppant. Karen, apprenant la nouvelle, devint une présence inattendue, des visites avec des remèdes de grand-mère, des histoires d'Isabella pour rappeler que la résilience est une flamme andalouse. Le karma nous donne des épreuves pour nous forger, dit-elle un après-midi, en épluchant des amandes. Mais il nous donne aussi des alliés. Pablo, en visite, apporta même un bouquet, maladroit dans sa tendresse nouvelle. Le voyage à Grenade fut un baume. Sous les étoiles de El Albessin, Camille et Marie dansèrent un flamenco lent, leur corps fusionnant dans la nuit parfumée au jasmin. Là, sur une terrasse surplombant la ville, Marie mit un genou à terre non pour une bague, mais pour un poème gravé sur un parchemin, à toi, ma lesbienne éternelle, dans ce labyrinthe de passions espagnoles. Camille, riant à travers les larmes, l'attira à elle, et à nous. Un avenir s'enchaîne. De retour à Séville, la vie reprit son cours, enrichie de ses strates de douleur et de joie. Mais le karma, toujours vigilant, réservait un dernier twist, une grossesse surprise pour une voisine jeune, fruit d'un amour fugace, qui força le quartier à affronter ses hypocrisies. Karen, mentor improbable, aida la jeune femme, reliant les générations dans un cercle de compassion. Au fil des saisons, Séville se parait de ses atours changeant les amandiers en fleurs au printemps, les processions de la Semaine Sainte au printemps, les guirlandes de la feria en avril, et avec elles, les vies de Camille. Marie et Karen s'entrelacèrent en une tapisserie plus riche, tissée de fils rouges de passion et d'or de pardon. La trahison de Pablo n'était plus qu'un chapitre clos, un avertissement gravé dans leur mémoire collective. Le fils, assagi par une relation amoureuse qui l'avait ouvert à d'autres vérités, visitait désormais régulièrement, apportant des jouets pour un futur hypothétique car Camille et Marie, dans un élan d'audace, envisageaient l'adoption, un rêve nourri par leur amour inébranlable. Camille, guérie de sa dépression grâce à une thérapie mêlant hypnose et promenade contemplative le long du fleuve, reprit son art avec une vigueur nouvelle. Ses illustrations, autrefois sombres, s'illuminèrent de couleurs vives, des couples enlacés sous des arches gothiques, des veuves dansant avec leurs fantômes, des quartiers unis contre l'intolérance. Une exposition à la Casa de Pilato attira les critiques parisiens, qui saluèrent l'exil andalou d'une muse lesbienne. Marie, fière, couvrit l'événement de la presse locale. Son article un essai poignant sur l'amour comme résistance publié dans un supplément culturel. Karen, elle, fleurit comme un olivier malmené par les vents mais plus robuste. Elle fonda un cercle de lecture clandestin dans son patio, invitant les âmes esseulées du quartier à partager des textes interdits, les sonnets de Federico Garcia Lorca, les confessions de Colette,
Les lettres d'Isabella qu'elle avait exhumées d'un coffre poussiéreux. L'amour n'a pas de genre? Déclamait-elle. La voix chevrotante d'émotion. Il a seulement le pouvoir de nous sauver ou de nous détruire. Choisissons la salvation. Les participantes? D'abord timides. S'ouvrir, une veuve refoulant son attirance pour les femmes. Une adolescente au doute naissant. Karen devint une matriarche inattendue. Son karma transformé en legs. Un soir d'été. Lors d'une fête improvisée pour célébrer l'anniversaire de Marie. Le destin scella leur trio d'une manière poétique. La plaza de Triana. Pavoisée de guirlandes lumineuses et embaumée de grillades d'agneau. Vibrait au rythme d'une guitare flamenco. Pablo, un verre à la main, porta un toast maladroit, à ma mère, qui m'a appris que l'amour vrai ne se négocie pas. Et à vous deux, qui l'avez ramené à la vie. Les rires fusèrent. Et Karen, les yeux brillants, attira Camille et Marie dans une danse trio, un pas de deux devenu trois. Symbolique et libérateur. Mais la romance, ce feu éternel, réservait encore ses braises ardentes. Tard dans la nuit, alors que les invités s'égaillaient, Camille et Marie se retirèrent dans leur chambre, les corps encore imprégnés de l'odeur de la fête. La lune filtrait à travers les volets, peignant leur peau nue d'argent liquide. 35 ans aujourd'hui, murmura Marie, en effleurant la cicatrice invisible des épreuves passées. Et chaque année avec toi est un miracle. Camille, arquée sous les caresses expertes de sa compagne, répondit dans un souffle, et les prochaines seront des légendes, gravées dans nos chairs. Leur union physique fut un poème en mouvement, lent et intense, un dialogue de soupirs et de murmures où le passé s'effaçait pour laisser place à l'avenir. Marie, explorant les courbes familières avec une tendresse infinie, redécouvrit les secrets de Camille, la fossette au creux des reins, le frisson qui parcourait sa nuque sous un baiser. Camille, en retour, vénéra Marie comme une déesse païenne, ses lèvres traçant des constellations sur sa peau, invoquant des promesses de fidélité éternelle. Dans cet acte d'amour, il n'y avait ni hâte ni possession, seulement une fusion profonde, un écho des passions françaises revisitées par la sensualité espagnole romantique, dramatique, profondément humaine. Le lendemain, une lettre de Paris arriva pour Camille, une offre pour illustrer un roman lesbien best-seller, un retour aux sources qui la tenta. Et si nous rentrions, proposa-t-elle à Marie lors d'un petit déjeuner de churros et de chocolat. Marie, pensive, secoua la tête. Séville nous a forgés. Et Karen? Le quartier? Partir serait une trahison. Après des débats passionnés, elles optèrent pour un compromis, des allers-retours. Un pied en Andalousie, l'autre dans le Marais, prouvant que l'amour transcende les frontières. Le karma, dans sa sagesse ironique, offrit un épilogue doux amer. Karen, un automne pluvieux, s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Un sourire aux lèvres. Un portrait d'Isabella serré contre son cœur. Son testament surpris, la maison voisine léguée à Camille et Marie. Pour qu'elles y élèvent des amours libres. Lors des funérailles, un mélange de pleurs et de chants flamenco. Pablo embrassa les deux femmes, elles vous aimaient. À sa manière tordue. Merci de l'avoir sauvée. Camille et Marie, assises sur les marches de la Giralda des années plus tard, regardaient le soleil se coucher sur la ville. Leurs mains entrelacées. Une petite fille adoptait une orpheline gitane aux yeux vifs jouant à leurs pieds.
Le karma avait de meilleurs plans? N'est-ce pas? Murmura Camille. La tête sur l'épaule de Marie. Celle-ci sourit. Les yeux perdus dans l'horizon, oui. Ma chérie. Des plans d'amour, de pardon, et d'une humanité enfin apaisée. Et ainsi, dans les ruelles de ces vies où tout avait commencé par une menace, l'histoire s'acheva non en bicacéach, mais en une célébration humaniste, l'amour, sous toutes ses formes, triomphe toujours. Porté par le vent chaud de l'Andalousie et la grâce intemporelle de l'âme française.